Mon nom est Julian, j'ai 32 ans. Ce qui s'est passé au mariage de mon frère cadet, il y a quelques mois, fait encore les gros titres dans les cercles d'affaires locaux. Et c'est une histoire qui a complètement redéfini ma compréhension de la famille. Imaginez ce scénario, 250 invités sont assis dans la grande salle de bal d'un hôtel. Les lustres en cristal brillent, le champagne coule à flot et tout le monde est vêtu de ses plus beaux atours. Et en plein milieu de cette soirée idyllique, la main de ma propre mère frappe mon visage si incroyablement fort que ma Rolex se détache de mon poignet et glisse sur le sol de marbre poli. La raison de cette agression publique ? Mon refus de céder les clés de mon Pantouse d'une valeur de 2 500 000 $, en plein milieu des discours de la réception. Il voulait que je donne mon bien immobilier à mon frère, comme un cadeau de mariage spontané. Mon père m'a regardé droit dans les yeux, devant la moitié de la ville, et m'a dit que j'étais un fils égoïste et sans valeur, parce que je voulais garder la maison que j'avais achetée avec mon propre salaire. Ils ont essayé de m'humilier publiquement pour que j'abandonne tout ce pour quoi j'avais travaillé. Ils se sont moqués de moi, m'ont traité d'avare, et ont essayé de me priver de ma dignité et de mes biens. Mais il y a un détail énorme qu'ils ignoraient absolument. Ils n'avaient aucune idée pour qui je travaillais réellement, ni que l'investisseur milliardaire que mon père suppliait désespérément de sauver son entreprise en faillite, était en fait mon patron direct. Et quand j'ai passé un seul coup de téléphone depuis le couloir de cet hôtel, les gens qui ont essayé de me détruire se sont retrouvés à genoux, implorant. Avant de vous raconter comment j'ai exactement démantelé leur petit monde parfait et exposé leur avidité, veuillez prendre une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime si vous pensez que personne n'a le droit de vous maltraiter, pas même votre propre famille. Et n'oubliez pas de me faire savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Maintenant, revenons à l'endroit où ce cauchemar a vraiment commencé. Le bruit de la chair qui frappe la chair est étonnamment fort, quand une immense salle de bal est complètement silencieuse. Cela ressemble au bruit d'une grosse branche d'arbre qui se casse en deux. C'est exactement le bruit que la main de ma mère a fait contre ma joue. Pendant un moment terrible et sans fin, le monde entier a cessé de tourner. L'orchestre de mariage avait brusquement arrêté de jouer son morceau de jazz. Les serveurs se sont figés, avec de lourds plateaux d'argent de champagne suspendus à mi-chemin des tables. Mon oreille gauche bourdonnait d'un son aigu et perçant qui couvrait le ronronnement de la climatisation. J'ai vu ma montre, la Rolex en argent que je m'étais offerte après ma dernière grande promotion, glisser sur le sol et heurter le bord de la table d'honneur avec un cliquetis écœurant. Je ne lui ai pas crié dessus. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé la femme qui m'avait donné la vie. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Son visage était tordu en ce masque laid et méconnaissable de pur aîné de sentiments de droit. Je me suis lentement penché, j'ai ramassé ma montre, je l'ai glissée dans ma poche de costume, et je leur ai tourné le dos à tous. J'ai traversé l'allée centrale de cette salle de bal la tête haute. Tous les regards dans cette pièce me brûlaient le dos. J'ai poussé les lourdes portes en chêne, j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé l'appel qui mettrait fin à l'héritage de ma famille pour toujours. Mais pour vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment explosif et violent, vous devez comprendre la matinée qui a précédé. Vous devez comprendre la dynamique qui m'étouffait lentement depuis 3 décennies. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, le jour du mariage. Mon appartement était mortellement silencieux. Le soleil commençait tout juste à se lever sur la ligne d'horizon de la ville, inondant de lumière dorée chaude les fenêtres du sol au plafond de mon Pantouse. Cet endroit était mon sanctuaire. J'avais acheté cette propriété content. Pas d'hypothèque, pas de prêts familiaux, complètement propre. C'était la preuve physique que je n'étais pas l'énorme échec que mes parents prétendaient toujours que j'étais. J'ai pris une longue douche, enfilé un costume bleu marine sur mesure, et j'ai conduit ma Porsche noire jusqu'à l'hôtel, des heures avant l'arrivée prévue des invités. J'avais une réunion privée avec le responsable de l'établissement. Vous voyez, mon frère cadet, Liam, était l'enfant prodige de la famille. Il avait 26 ans, était incroyablement charmant, beau et totalement inutile en ce qui concernait les responsabilités du monde réel. Il avait dilapidé tout son fonds universitaire en 3 semestres, entre fêtes de fraternité et vêtements de marque. Il avait constamment besoin que ses cartes de crédit soient remboursées, car il refusait de travailler un emploi normal. Mes parents le traitaient comme un roi absolu. Il ne pouvait rien faire de mal. Quand vint le moment de son mariage avec Sarah, une douce jeune fille issue d'une famille très riche et respectable, mes parents promirent à ses parents le mariage du siècle. Ils voulaient se montrer.
Il voulait prouver que la famille Vance était tout aussi élitiste que la famille de Sarah. Il y avait juste un énorme problème qui se profilait. L'entreprise de logistique de mon père était secrètement noyée sous les dettes. Ils étaient sur le point de ne pas pouvoir payer les salaires. Ils ne pouvaient absolument pas se permettre les somptueuses compositions florales importées, le bar ouvert haut de gamme, ou l'éclairage personnalisé que Sarah avait choisi. L'établissement menaçait de poursuivre en justice pour les dépôts des fournisseurs impayés. Alors, en coulisses, sans s'attribuer un seul gramme de mérite ou en parler à qui que ce soit, j'ai fait un chèque de banque de 70 000 $ pour couvrir la différence. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais que mes parents me félicitent. Je l'ai fait parce que je me sentais sincèrement mal pour Sarah, qui n'avait aucune idée que sa future belle famille était pratiquement en faillite. Et au fond de moi, dans la partie la plus sombre et la plus triste de mon cœur, j'avais encore ce mince espoir, pathétique et persistant, que si je résolvais suffisamment de leurs problèmes, ma famille finirait par m'aimer et me respecter. J'ai remis cet énorme chèque au directeur de l'établissement, dans la salle de bal vide. Il m'a serré la main et m'a remercié profusément, me disant que je sauvais tout l'événement. Je lui ai dit de ne surtout pas mentionner mon nom. Ne parlez pas du paiement à mon père, lui ai-je demandé. J'étais habitué à jouer ce rôle. J'étais juste le grand frère invisible, le distributeur automatique humain, le plan de secours permanent. Je suis sorti dans le grand hall pour attendre l'arrivée de ma famille, ajustant ma cravate et me préparant mentalement à la guerre psychologique habituelle qui accompagnait chaque réunion de famille. Je n'avais absolument aucune idée que je marchais droit dans un piège, méticuleusement préparé depuis des semaines. Les lourdes portes tournantes en laiton de l'hôtel tournaient rapidement. Et ma mère est entrée. Eleanor Vance n'entrait pas simplement dans une pièce, elle s'attendait à ce que toute la pièce s'arrête et s'incline devant elle. Elle portait une robe argentée extravagante qui coûtait probablement plus cher qu'une bonne voiture d'occasion. Mon père, Arthur, la suivait de près, déjà en train de donner des ordres furieux aux jeunes chasseurs portant leurs bagages. J'ai fait un pas en avant, forçant ma posture à se détendre, et j'ai offert un sourire poli, répété. « Bonjour, maman. Tu es magnifique aujourd'hui. » Elle s'est arrêtée brusquement et m'a regardé de haut en bas. Ses yeux se sont plissés, observant mon costume. Comme je l'ai mentionné, je portais un costume bleu marine sur mesure. Il était élégant, professionnel et très cher, mais ce n'était pas un smoking traditionnel. « C'est ce que tu portes au mariage de ton frère ?» a-t-elle demandé. Sa voix dégoulinait de ce type de venin spécifique que seule une mère peut gérer. « Tu as l'air de te rendre à une réunion de conseil d'administration pour virer quelqu'un, Julian. Tu n'aurais pas pu trouver quelque chose d'un peu plus traditionnel ? Tu ressembles à l'un de ces requins de la finance avide. Essaie de ne pas nous embarrasser aujourd'hui, devant la famille de Sarah. » J'ai pris une lente et profonde inspiration, laissant l'insulte m'envahir. Élégant, approprié, et oui, c'est ce que je porte au bureau, ai-je répondu d'une voix égale. Liam est le marié, maman, je ne suis qu'un invité normal. Je ne fais pas partie de la noce. Rappelez-vous, il m'avait délibérément exclu du rôle de témoin. Liam avait choisi ses amis de fac avec qui il buvait. Honnêtement, cela ne me dérangeait pas d'être exclu des tenues assorties et du drame de la fête de célibataire, mais l'hypocrisie pure de sa critique de ma garde-robe était épuisante. Mon père s'est approché et m'a tapé fort sur l'épaule, un peu trop agressivement, ses doigts s'enfonçant dans ma clavicule. « Reste juste à l'écart aujourd'hui, Julian, » a dit mon père, se penchant près de moi, de sorte que je pouvais sentir l'odeur du café rassis sur son haleine. « Nous avons des clients incroyablement importants qui viennent à cette réception. Monsieur Harrison sera à la table 4. J'ai besoin que cet événement se déroule parfaitement. Si je peux l'impressionner et assurer la continuité de ses affaires, nous pourrons enfin obtenir l'injection de capital dont l'entreprise a désespérément besoin. Ne lui parle pas. Ne le saoule pas avec tes petites histoires d'entreprise. » J'ai hoché la tête, gardant mon visage parfaitement impassible. L'entreprise de mon père était une entreprise de chaîne d'approvisionnement de taille moyenne qui perdait de l'argent depuis une décennie. Il m'avait en fait renvoyé de l'entreprise familiale il y a 5 ans, parce que j'avais eu le culot de suggérer que nous devions moderniser notre logiciel de comptabilité pour arrêter de perdre de l'argent. Il m'a dit que j'étais un gamin arrogant qui ne connaissait rien au monde réel. Il m'a dit de ranger mon bureau et de ne jamais revenir. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis parti travailler pour Sterling Capital, une énorme société d'investissement mondiale. J'ai commencé tout en bas et j'ai gravi les échelons,
sacrifiant ma vingtaine pour devenir vice-président senior du développement mondial. Je gérais des portefeuilles internationaux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Je gagnais un salaire énorme, mais pour mes parents, je n'étais qu'un simple employé de bureau aigri, gaspillant ma vie parce que je ne travaillais pas pour la sacrée entreprise familiale. 1 heure plus tard, la famille élargie a commencé à arriver et à remplir le hall. J'étais près du voiturier, en train de vérifier mon téléphone, quand ma tante Béatrice et mon cousin Derek se sont approchés. Derek avait exactement mon âge, 32 ans, mais il vivait toujours dans le sous-sol de ses parents. Il avait traversé un divorce difficile et perdu une bataille de garde brutale, mais d'une manière ou d'une autre, il était toujours traité par la famille comme un immense succès, parce qu'il aidait occasionnellement mon père à réparer les ordinateurs du bureau. Derek a pointé un doigt trapu vers ma Porsche noire garée près de l'entrée. « Belle voiture de location, Julian » a-t-il ricané, un sourire méchant se répandant sur son visage. « Combien cela t'a coûté pour le week-end ? Tu essaies d'avoir l'air riche pour impressionner les demoiselles d'honneur ? Où tu as pioché dans tes économies pour ça ? » « Je l'ai acheté l'année dernière, Derek, ai-je dit doucement, sans lever les yeux de mon téléphone. Tante Béatrice a ri. Un son aigu et grinçant qui m'a fait mal aux oreilles. « Oh, Julian, s'il te plaît, arrête de raconter des histoires. Il n'y a aucune honte à vivre une vie modeste et normale. Nous savons tous que tu n'es qu'un employé ordinaire, quelque part dans un bureau. Comment va ton petit appartement minuscule en ville ? Il doit être si exigu. J'espère que tu économises pour pouvoir acheter une vraie maison un jour. » J'ai retiré mon bras doucement. Je suis rentré dans l'hôtel sans dire un mot. Il était absolument inutile de discuter avec des gens si profondément attachés à mal vous comprendre. J'ai déambulé dans le couloir épais de moquettes, en direction des suites familiales privées, pour trouver un endroit calme où m'asseoir. Le couloir était complètement vide, la moquette épaisse absorbant tous les bruits de mes pas. En passant devant la porte de la suite de mes parents, j'ai entendu la voix de mon père. La lourde porte en bois était entr'ouverte d'1 pouce. Je me suis arrêté. Je sais que j'aurais dû continuer. Fouiner dans les conversations des autres ne mène jamais à rien de bon. Mais le fait d'entendre mon propre nom a ancré mes pieds au sol. « Es-tu absolument sûr que Julian va juste le lui donner ?» demandait ma mère. Elle semblait nerveuse mais excitée. « Il n'aura pas le choix, Éléanore, » a répondu mon père. Sa voix était incroyablement suffisante, débordante d'une confiance arrogante. « Nous ferons l'annonce juste après la découpe du gâteau. Nous avons 250 personnes là-bas, y compris ses précieux amis d'entreprise et mes meilleurs clients. S'il dit non, il aura l'air d'un monstre absolu qui ruine le mariage de son petit frère. La pression sociale est une chose magnifique et puissante. Nous le piégerons devant la foule. Il remettra les clés pour éviter de faire une scène. Liam vendra immédiatement le Penthouse, utilisera l'argent pour éponger ses dettes, et le garçon sera enfin installé pour la vie. C'est brillant. » Mon estomac s'est effondré. L'air de mes poumons s'est transformé en glace solide. Il n'avait pas seulement l'intention de me demander ma maison en privé. Il prévoyait une embuscade publique et calculée. Il voulait utiliser la foule, l'occasion joyeuse et le poids lourd de l'obligation familiale pour m'extorquer légalement. Et le pire du pire, il voulait que Liam le vende. Ma maison, l'endroit où j'avais construit ma vie, l'endroit que j'avais acheté avec mon sang, ma sueur et mes larmes. Il voulait la liquider pour financer son mode de vie imprudent. Je me suis éloigné de la porte en silence, m'assurant que mes chaussures ne grinçaient pas. Mes mains tremblaient, non pas de peur ou de tristesse, mais d'une rage si profonde et primitive, qu'elle avait un goût de métal lourd dans ma bouche. Je suis entré dans les toilettes pour hommes les plus proches, j'ai verrouillé la lourde porte et j'ai éclaboussé mon visage d'eau glacée. Je me suis regardé dans le miroir. L'eau coulait le long de mon menton, tachant mon col. Pendant 32 ans, j'avais encaissé leurs insultes. J'avais absorbé leur manque de respect. J'avais payé leurs factures en secret. Je les avais laissés me traiter comme un marchepied. Pas aujourd'hui. Le fil docile et invisible était officiellement mort. La réception battait son plein à 7 heures. La salle de bal était absolument magnifique. Des lustres en cristal projetaient une chaude lueur dorée sur les tables. Les arrangements floraux que j'avais secrètement payés semblaient magnifiques, se répandant en cascade sur les centres de table, dans des vagues de blanc et de rose pâle. Tout le monde mangeait un steak cher, buvait de l'alcool haut de gamme et riait. J'étais assis à la table 12,
calé près du fond, près des portes de la cuisine, avec quelques cousins éloignés et un vieux voisin qui m'a à peine adressé la parole de toute la soirée. À la table d'honneur, Liam et Sarah ressemblaient à une couverture de magazine de mariage parfaite. Sarah rayonnait dans sa robe de dentelle, complètement inconsciente de la fondation pourrie et toxique de la famille dans laquelle elle s'apprêtait à se marier. Liam ressemblait à un prince, levant son verre et affichant ce sourire à $1 million qui lui avait permis d'éviter toutes les amendes pour excès de vitesse et les échecs universitaires. Puis la musique de jazz s'est éteinte. Le cliquetis des couverts contre la porcelaine s'est lentement arrêté. Mon père s'est levé du centre de la table d'honneur, prenant un couteau à beurre et le frappant contre sa flûte de champagne en cristal. Le son aigu et clair a résonné dans l'immense pièce. « Puis-je avoir l'attention de tous, s'il vous plaît ?» a annoncé mon père. Sa voix a retenti grâce au système de microphone de haute qualité. 250 visages se sont immédiatement tournés vers lui. La pièce est devenue complètement silencieuse. Avant de passer à la danse et à la découpe de ce magnifique gâteau, Eleanor et moi avons une annonce très spéciale à faire. J'ai senti mon cœur commencer à battre violemment contre mes côtes. J'ai lentement tendu la main et posé fermement ma serviette en tissu sur la table. Je me suis redressé parfaitement. J'ai gardé mon visage entièrement neutre, masquant la tempête absolue qui faisait rage dans ma tête. Comme vous le savez tous, d'après les nombreux dîners de Thanksgiving que nous avons partagés, la famille est la chose la plus importante au monde pour nous, a continué mon père, plaçant une main de manière dramatique sur son cœur. Nous avons toujours cru qu'il fallait se soutenir mutuellement, partager nos bénédictions et faire des sacrifices pour ceux que nous aimons. Liam et Sarah commencent une vie nouvelle, belle et excitante aujourd'hui. Mais nous savons tous que commencer dans cette économie est incroyablement difficile. Les hypothèques sont de lourdes charges. La dette peut ruiner un jeune mariage. Il a fait une pause dramatique. Il savourait le moment. La foule était complètement silencieuse, mangeant dans le creux de sa main, attendant le dénouement. C'est pourquoi, mon père a souri largement, regardant directement la foule, ses yeux parcourant les tables jusqu'à ce qu'ils se fixent sur les miens, au fond. C'est pourquoi le frère aîné de Liam, Julian, a décidé de leur offrir le cadeau de mariage ultime. Julian a gracieusement accepté de signer l'acte de propriété de son pantouse de luxe en ville aux jeunes mariés, afin qu'ils puissent commencer leur vie ensemble, complètement libres de dettes. La salle de bal a absolument explosé. Les gens applaudissaient sauvagement. Quelques vieilles dames aux tables du devant essuyaient même des larmes de leurs yeux. Les applaudissements étaient assourdissants. C'était une ovation debout pour un mensonge. Liam s'est levé immédiatement, prenant le microphone à mon père. Il a regardé la foule, donnant la performance théâtrale de sa vie. Julian. Oh mon Dieu, mon vieux. Liam a étouffé, forçant un faux tremblement dans sa voix et couvrant sa bouche avec sa main. Je ne peux pas y croire. Le pantouse. Tu nous donnes sérieusement ta maison. Tu es le meilleur frère du monde entier. Viens ici, mon vieux. Viens me faire un câlin. Laisse tout le monde te voir. Le vidéaste de mariage a balancé son énorme caméra et le projecteur aveuglant a balancé physiquement dans la pièce, atterrissant directement sur ma table. Chaque personne dans cette pièce me regardait. Ils souriaient, applaudissaient, s'attendant à ce que je me lève, que j'aille sur scène, et que je joue le rôle du grand frère généreux et qui se sacrifie. Le piège était entièrement tendu. C'était une brillante et terrifiante leçon de manipulation émotionnelle. Si je disais oui, je perdais tout ce que je possédais. Si je disais non, j'étais le méchant qui ruinait le plus beau jour de la vie de mon frère. Je me suis levé, mais je n'ai pas bougé de derrière la table. Je ne me suis pas dirigé vers la scène. Je suis resté exactement où j'étais. J'ai pris mon verre d'eau en cristal, j'ai bu une gorgée très lentement et délibérément, et je l'ai reposé sur la nappe. Le silence a commencé à se propager de ma table, alors que les personnes les plus proches de moi remarquaient mon expression froide. Les applaudissements se sont lentement estompés, remplacés par un murmure confus et gêné, qui a balayé la pièce comme une brise froide. « Je suis désolé, Arthur », ai-je dit. Je n'ai pas utilisé de microphone, mais j'ai projeté ma voix clairement depuis mon diaphragme. L'acoustique de la pièce était excellente, et ma voix a facilement porté jusqu'à la scène. Il semble y avoir un énorme malentendu ici ce soir. Le sourire triomphant de mon père s'est instantanément figé. Il a serré le microphone plus fort, ses phalanges blanchissant. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon fils ?
Viens ici. Ne sois pas timide devant tout le monde. Je ne suis pas timide, ai-je répondu. Ma voix était ferme, froide et acérée. Et je ne donnerai absolument pas ma maison à Liam. Mon Pentouse est ma propriété privée. Ce n'est pas une faveur de mariage. Cela n'a jamais été discuté avec moi avant ce moment. Et la réponse est absolument non. Un grand soupir collectif a balayé la salle de bal. C'était comme si j'avais juré bruyamment au milieu d'un sermon d'église. Les gens ont immédiatement commencé à chuchoter frénétiquement entre eux, leurs mains devant la bouche. Le visage de mon père a viré à un violet profond et dangereux. « Julian, ne fais pas une blague de ça », a-t-il averti entre des dents serrées, parlant directement dans le microphone, de sorte que sa menace a retenti partout. « C'est le jour du mariage de ton frère. Ne sois pas égoïste, ce jour-ci, de tous les jours. Nous sommes une famille. Tu as beaucoup d'argent. Ma propriété immobilière n'est pas négociable publiquement, ai-je déclaré fermement, le fixant. Vous n'avez pas le droit d'offrir mes biens durement acquis pour acheter une vie facile à votre fils préféré. » Soudain, l'oncle Robert s'est levé agressivement de la table 2. L'oncle Robert était le patriarche respecté de la famille élargie, un homme que j'avais toujours admiré et dont j'avais sollicité les conseils. Il a pointé un gros doigt directement vers mon visage. « Julian Vance, tu devrais avoir honte de toi », a crié l'oncle Robert, le visage rouge. « Tu vis complètement seul. Tu n'as pas de femme, pas d'enfant, pas de responsabilité. À quoi sert un immense Pentouse à un homme célibataire? Ton frère essaie de construire un héritage familial ici. Tu amasses des richesses comme un dragon avare et misérable. Donne les clés au garçon tout de suite et arrête de gâcher cette belle nuit pour ta mère. » Mon propre oncle, l'homme qui m'a appris à pêcher quand j'étais enfant. Il était aussi complètement de la partie. La trahison m'a brûlé les veines comme de l'acide, mais elle n'a fait que solidifier ma résolution absolue d'y mettre fin. « J'ai gagné cette maison, Robert, ai-je rétorqué, ma voix s'élevant au-dessus des murmures. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 10 ans. J'ai sacrifié ma jeunesse pendant que Liam échouait à l'université et vivait au crochet de mes parents. S'il veut une maison de luxe, il peut aller trouver un travail et s'en acheter une lui-même. Je ne suis plus son filet de sécurité. » La salle de bal est tombée dans un chaos absolu et sans précédent. C'était comme assister à une émeute dans un club de campagne. La moitié de la pièce, principalement la famille de Sarah et les invités d'entreprise, était complètement outragée en ma faveur, comprenant la folie pure d'une famille exigeant une propriété de plusieurs millions de dollars comme cadeau. J'ai pu entendre quelqu'un du côté de Sarah chuchoter bruyamment si Sarah devait reconsidérer ce mariage et peut-être demander une annulation rapide ou un divorce avant qu'il ne soit trop tard. L'autre moitié de la pièce, principalement ma famille élargie et les amis les plus proches de mes parents, a commencé à me crier des insultes. « Comment peux-tu faire ça à ta mère » a crié quelqu'un depuis le fond. « Tu détruis le mariage. Tu es un frère terrible » a hurlé une autre voix. Mon téléphone a vibré violemment dans la poche de ma veste de costume. Je l'ai sorti. C'était un message texte urgent de Chloé, mon assistante exécutive, qui était de retour au bureau. Elle surveillait toujours les médias sociaux pour détecter tout risque pour nos comptes d'entreprise ou nos dirigeants. « Patron, regarde Facebook tout de suite. Tu es en direct. Les partenaires logistiques locaux regardent. » J'ai levé les yeux de l'écran lumineux de mon téléphone et j'ai balayé la pièce chaotique. À la table 6, Evan, le jeune frère de la mariée, était debout sur sa chaise. Il avait son smartphone monté sur un stabilisateur de cardan, le petit voyant d'enregistrement rouge brillant. Il diffusait toute la scène de cri à un énorme groupe de réseautage d'entrepreneurs locaux sur Facebook. Le groupe même où tous les précieux clients de mon père, y compris Monsieur Harrison, passaient leur temps libre à faire défiler. Ma mère en avait assez vu. Elle est descendue de la table d'honneur surélevée. Elle bougeait comme un ouragan, sa robe argentée coûteuse balayant agressivement la piste de danse. Elle n'a pas pris la peine de demander le microphone. Elle s'est dirigée directement vers ma table, son visage pâle d'une fureur absolue et déchaînée. « Petit ingrat, misérable, égoïste », a-t-elle sifflé. Elle était si proche que je pouvais sentir l'odeur écrasante de son parfum floral. Sa voix vibrait de rage, basse et dangereuse. « Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons habillé. Nous t'avons nourri. Et tu ne peux pas faire cette toute petite chose pour assurer l'avenir de ton frère?
Une propriété immobilière de 2 500 000 $ n'est pas une petite chose, maman, ai-je dit doucement, refusant de rompre le contact visuel. Et tu devrais savoir que tu es diffusé en direct sur Internet en ce moment. Je te suggère de te calmer, de reculer et de t'asseoir avant de détruire complètement l'entreprise de papa devant ses clients. Je me fiche d'Internet, a-t-elle hurlé de toutes ses forces, perdant complètement la tête et le contact avec la réalité. Elle a pointé un doigt manucuré tremblant, à 1 pouce de mon nez. Tu signeras ces documents de transfert de propriété demain matin, Julien. Tu lui donneras la maison où tu seras légalement mort pour moi. Tu ne seras pas invité à mes funérailles. Tu n'auras plus de famille. Tu ne seras absolument rien. Je n'ai déjà pas de famille, maman, ai-je répondu doucement, ma voix complètement dénuée de toute émotion. J'ai juste des gens qui partagent mon ADN et me considèrent comme un distributeur automatique sur pattes. C'est alors qu'elle m'a frappé. La gifle a résonné dans la pièce avec une violence terrifiante. Ma tête a claqué violemment sur le côté. La lourde et chère Rolex à mon poignet s'est détachée de la force choquante de son impact physique et a résonné bruyamment sur le sol de marbre. Les cris se sont instantanément arrêtés. Les chuchotements frénétiques se sont arrêtés. Le seul son restant dans l'immense pièce était la respiration lourde et haletante de ma mère. Elle se tenait là, les mains toujours levées en l'air, tremblant légèrement. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'elle regardait autour d'elle et réalisait soudain ce qu'elle venait de faire devant 250 témoins stupéfaits. Les meilleurs clients de son mari et une caméra en direct. J'ai goûté le goût métallique aigu du sang à l'intérieur de ma joue, là où mes dents avaient coupé la chair. J'ai regardé ma montre, posée sur le sol froid. Je me suis penché, la ramassant lentement, prenant délibérément mon temps. J'ai brossé un grain de poussière sur le verre en cristal et je l'ai glissé en toute sécurité dans ma poche. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Sa main s'est lentement abaissée sur le côté. Elle a ouvert la bouche pour parler, peut-être pour s'excuser, peut-être pour crier à nouveau, mais aucun mot n'est sorti. Elle avait l'air terrifiée. J'ai tourné mon regard vers mon père, qui se tenait complètement paralysé près de la scène, son visage entièrement vidé de couleur. « Tu voulais un spectacle, Arthur ?» ai-je demandé, ma voix résonnant clairement dans le silence mortel et étouffant. « Tu l'as eu. Profite du mariage. » Je n'ai pas attendu de réponse de lui, ni de personne d'autre. Je me suis retourné et j'ai traversé l'allée centrale. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a crié. La foule s'est littéralement écartée pour moi comme la mer Rouge. J'ai poussé les lourdes doubles portes de la salle de bal et je suis sorti dans le couloir frais, calme et vide de l'hôtel. Les lourdes portes se sont refermées derrière moi, coupant le silence de la pièce. J'ai sorti mon téléphone d'une main ferme. J'ai complètement contourné mon assistante et j'ai composé le numéro de portable personnel crypté de mon patron. Alexander Sterling, un homme qui éternuait et faisait bouger le marché boursier, un milliardaire qui détenait actuellement 40% de la dette de mon père et qui avait fait languir mon père, ignorant ses demandes désespérées de réunion pendant 6 mois. Il a répondu à la deuxième sonnerie, « Julien, c'est un samedi soir. Il faut que ce soit extrêmement important. » « Alexander, ai-je dit, appuyant mon dos contre le mur frais du couloir, regardant les chiffres numériques défiler sur l'affichage de l'ascenseur en attendant. « J'ai besoin que vous activiez la clause de protection exécutive de l'entreprise sur mes biens immobiliers, et j'ai besoin de vous au Grand Hôtel Ballroom, tout de suite. » Apportez l'équipe juridique. Il y eut une brève et lourde pause au téléphone. J'ai entendu le bruit d'une chaise en cuir raclant sur un parquet. « Donnez-moi exactement 60 minutes, a dit Alexander, sa voix se transformant en acier pur. Ne faites rien d'autre. Attendez. Laissez-moi m'occuper de jeter les ordures. J'ai raccroché le téléphone. Les portes de l'ascenseur ont sonné et se sont ouvertes. Je suis entré, j'ai marché jusqu'au parking, je me suis assis sur le siège conducteur de ma voiture et j'ai attendu dans l'obscurité. La tempête ne faisait que commencer. Je suis resté complètement immobile sur le siège conducteur de ma Porsche noire, dans le parking souterrain faiblement éclairé du Grand Hôtel. Les lourdes portes du véhicule étaient hermétiquement verrouillées. Le moteur était complètement éteint et le silence à l'intérieur de l'habitacle garni de cuir était absolu. C'était un contraste saisissant, discordant, presque surréaliste, avec la folie absolue des parents hurlants et des invités chaotiques que je venais de quitter. J'ai levé une main légèrement tremblante et j'ai ajusté le rétroviseur,
l'orientant de manière à pouvoir regarder directement mon propre reflet dans la faible lumière jaune du plafond de la structure de stationnement. Il y avait une légère marque rouge et fâchée qui se formait rapidement sur ma joue gauche, là où la main de ma mère avait frappé mon visage. Je pouvais encore goûter le goût métallique, faible et aigu du sang dans ma bouche, là où mes dents avaient mordu l'intérieur de ma joue. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête en cuir frais et j'ai fermé les yeux, prenant une longue et profonde inspiration qui a rempli mes poumons de l'air calme de la voiture. Je ne me sentais pas triste. Je ne sentais pas le poids écrasant et suffocant d'un enfant qui venait d'être publiquement rejeté et physiquement agressé par ses propres parents. Je ne ressentais pas l'envie de pleurer ou de crier et de frapper le volant. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que je n'avais jamais vraiment expérimenté de mes 32 ans d'existence. Je ressentais un sentiment incroyable, accablant, de clarté absolue. Pendant plus de 3 décennies, j'avais couru dans une roue de hamster sans fin et épuisante, essayant constamment de gagner l'amour, le respect et la validation de personnes qui ne me voyaient que comme une utilité financière. J'ai repensé à ma vie et j'ai vu le schéma avec une clarté limpide. Il regardait mon salaire durement gagné, mes promotions en entreprise et mes investissements immobiliers réussis. Et il ne ressentait pas de fierté. Il ne voyait que des ressources qu'ils pouvaient récolter et redistribuer à leur enfant prodige, mon frère cadet Liam. Il voulait voler ma maison, le Pantouse de 2 500 000 $, pour lequel j'avais travaillé 80 heures par semaine, afin que Liam puisse prendre une longueur d'avance dans sa propre vie et assurer son futur héritage sans jamais avoir à travailler pour cela. Ils étaient entièrement prêts à détruire complètement ma vie, ma stabilité financière et ma dignité devant 250 personnes, juste pour lui faciliter un peu la vie. Ils avaient épuisé son fonds universitaire. Ils avaient puisé dans leur propre compte de retraite pour payer ses dettes, et maintenant ils s'en prenaient à mes biens. J'ai baissé les yeux sur l'écran lumineux de mon smartphone posé dans le porte-gobelet. L'horloge numérique avançait sans relâche. Alexander Sterling, mon patron et le PDG milliardaire de Sterling Capital, m'avait dit de lui accorder exactement 60 minutes pour arriver. Je savais exactement ce qui se passait à l'intérieur de cette immense salle de bal. Tandis que j'étais assis là, attendant dans l'obscurité, je pouvais imaginer la scène avec une clarté saisissante et écœurante. Mon père Arthur était probablement en train de s'agiter dans la pièce comme un rat acculé, effectuant le plus désespéré des contrôles des dommages de sa vie. Il était probablement en train de marcher rapidement de table en table, versant du champagne coûteux avec des mains tremblantes, et racontant à ses clients d'entreprise essentielle que j'étais juste un jeune homme profondément troublé et égoïste. Il inventerait un récit pathétique selon lequel j'avais des antécédents d'instabilité mentale, que j'étais avide et ingrat, et que l'agression physique violente de ma mère était simplement une erreur de jugement momentanée et pardonnable d'un parent au cœur brisé, essayant de maintenir sa famille unie. Et Liam jouait sans aucun doute la victime ultime à la table d'honneur. Il tenait probablement la main de Sarah, l'air absolument dévasté, absorbant la pitié sans fin de sa famille riche et respectable. Il chuchoterait de doux mensonges sur le fait qu'il n'avait jamais voulu le Pantouse en premier lieu. Comment il voulait juste que son frère aîné soit heureux et fasse partie de la famille, jouant le rôle de l'artisan de la paix innocent et incompris, pris entre deux feux d'une tragédie familiale. 55 minutes se sont écoulées en silence total. Soudain, le faible bourdonnement du parking souterrain a été violemment brisé par le son de pneus haut de gamme crissant fortement sur le béton lisse. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé droit à travers le pare-brise. 3 immenses Cadillac Escalade noirs ont roulé en formation parfaite dans la zone de stationnement VIP, juste à côté de l'entrée arrière privée de l'hôtel. Les véhicules étaient imposants, intimidants et absolument impeccables, leurs vitres teintées sombres cachant la puissance à l'intérieur. Les lourdes portes du SUV de tête se sont ouvertes simultanément avant même que le véhicule ne soit complètement arrêté. 4 hommes en costumes sombres impeccables, faits sur mesure, sont sortis sur le béton. Ce n'étaient pas des gardes de sécurité. C'étaient des avocats d'entreprise de haut vol. C'était le genre d'esprit juridique impitoyable et aiguisé qui facturait des milliers de dollars de l'heure et détruisait de grandes entreprises avant leur café du matin. Ils portaient de lourdes mallettes en cuir qui semblaient contenir suffisamment de puissance juridique pour raser une petite ville. Et puis la porte du véhicule central s'est lentement ouverte et Alexander Sterling est apparu. Si vous n'avez jamais vu un véritable milliardaire entrer dans une pièce, c'est une expérience psychologique incroyablement difficile à décrire. Alexander Sterling ne marchait pas, il glissait. Il dégageait une aura de pouvoir absolu et terrifiant qui commandait l'attention immédiate de chaque atome de son entourage. C'était un homme qui achetait et vendait des entreprises internationales pour le sport.
C'était l'homme qui détenait actuellement la clé absolue de toute l'existence financière de mon père, détenant la dette qui empêchait la société de logistique de la famille Vance d'être en faillite complète. J'ai ouvert la porte de ma Porsche et je suis sorti dans l'air frais et humide du garage. J'ai relevé et ajusté les revers de ma veste bleu marine, ignorant complètement la douleur sourde et lancinante qui irradiait de ma joue meurtrie. Alexander m'a vu approcher dans la faible lumière. Il a arrêté sa démarche imposante, ses yeux bleus glacial, perçants et calculateurs, ont balayé mon visage avec la précision d'un laser. Il a immédiatement remarqué la marque rouge en forme de main sur ma peau. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas offert de sympathie inutile et vide. Il a simplement tourné légèrement la tête et a regardé son conseiller principal, un homme grand et sévère nommé Richard. Alexander a parlé, sa voix ressemblant à de lourdes pierres qui s'écrasent. Ajoutez agression et coups et blessures à la liste immédiate des griefs, Richard. Documentez les preuves physiques sur son visage avant que le gonflement ne disparaisse. Je veux un enregistrement photographique complet pour la poursuite. Entendu parfaitement, Monsieur Sterling, a répondu le principal avocat en douceur, sortant une fine tablette numérique et tapotant rapidement l'écran pour prendre des notes. Alexander a ramené son regard froid et intransigeant sur moi. Julian, es-tu prêt à y retourner et à gérer cette situation exactement comme le cadre supérieur que tu es? Es-tu prêt à mettre fin à cette mascarade? Je l'ai regardé droit dans les yeux, sentant le dernier vestige d'obligation de jeunesse s'évaporer complètement de mon âme. Je n'ai jamais été plus prêt à rien dans toute ma vie, Alexander, ai-je répondu doucement, ma voix ferme et dure. Bien, Alexander a hoché la tête sèchement. Marchez directement derrière moi. Ne parlez pas à moins que je ne vous pose une question directe. Laissez-moi parler. Nous sommes sur le point d'exécuter une prise de contrôle hostile d'un mariage familial, et je n'ai pas l'intention de faire de prisonnier ce soir. Nous avons traversé les doubles portes vitrées de l'entrée VIP arrière de l'hôtel, contournant complètement le hall principal bondé et bruyant. Nous avons avancé silencieusement dans le couloir luxueux et épais de moquette, vers la grande salle de bal. Les lourdes portes en chêne de la salle de bal étaient hermétiquement fermées, mais le son étouffé et entraînant de l'orchestre de jazz du mariage, jouant une chanson lente et romantique, s'échappait du bois épais. Apparemment, mon père avait réussi à ordonner à l'orchestre de reprendre la musique pour couvrir la tension gênante dans la pièce. Alexander n'a pas pris la peine de frapper. Il n'a pas attendu qu'un ouvreur de salle annonce son arrivée. Il a simplement posé ses grandes mains fermement sur les poignets en laiton poli et a poussé les énormes doubles portes à grand renfort. Les lourdes portes ont claqué contre les murs intérieurs de la salle de bal avec un grand craquement explosif et résonnant qui ressemblait à un coup de feu. L'orchestre de jazz, surpris par le bruit soudain et les figures imposantes dans l'embrasure de la porte, a brusquement arrêté de jouer de ses instruments pour la deuxième fois cette nuit-là. 250 têtes se sont tournées simultanément vers l'entrée, leur conversation s'éteignant instantanément dans leur gorge. Mon père se tenait près du centre de la piste de danse en bois poli, tenant un microphone sans fil. Il était en plein milieu de ce qui ressemblait à un discours d'excuses profondément émotionnel et larmoyant, adressé directement aux parents de Sarah, essayant de sauver la soirée, quand il a vu Alexander Sterling debout dans l'embrasure de la porte, encadré par 4 avocats impitoyables. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. La couleur a complètement fui de son visage, laissant sa peau ressemblant à une feuille de papier blanc. Mais ensuite, la chose la plus incroyablement délirante s'est produite. Pendant une fraction de seconde, le cerveau désespéré de mon père a complètement mal évalué la réalité de la situation. Son narcissisme rampant a pris le dessus sur sa logique. Il a vu le célèbre milliardaire qu'il avait désespérément supplié de rencontrer pendant 6 mois et il a en fait pensé qu'Alexander était là pour lui. Il a sincèrement cru que le grand Alexander Sterling était venu célébrer le mariage de son fils et enfin finaliser l'énorme investissement en capital dont son entreprise de logistique avait désespérément besoin pour survivre à l'exercice fiscal. Monsieur Sterling, a crié mon père, sa voix brisée par une joie pure, non altérée et désespérée. Il a littéralement laissé tomber le microphone coûteux sur une table basse à proximité, le haut-parleur émettant un fort grincement de l'arsène. Il a pratiquement sprinté sur la piste de danse, sa main droite tendue. Un sourire maniaque se répandant sur son visage pâle. Alexander, je n'arrive pas à y croire. Vous êtes vraiment venu. Vous êtes venu au mariage de mon fils. C'est un incroyable honneur inattendu. S'il vous plaît, entrez. Entrez. Laissez-moi vous apporter un verre de notre meilleur champagne.
Laissez-moi vous présenter personnellement à la merveilleuse famille de la mariée. Ma mère, Eleanor, a immédiatement changé toute sa posture physique dès qu'elle a entendu le nom du milliardaire. Elle a frénétiquement lissé le devant de sa robe argentée coûteuse, a affiché un sourire doucereux et entièrement faux sur son visage, et s'est dépêchée de se tenir juste à côté de son mari. Elle était instantanément prête à jouer le rôle de la parfaite hôtesse de la haute société. Ignorant complètement le fait que sa main était probablement encore douloureuse d'avoir giflé son fils aîné au visage, à peine une heure plus tôt. J'ai attendu qu'il s'approche. Et puis je suis sorti de derrière les larges épaules d'Alexander, m'avançant pleinement dans la lumière vive et intransigeante des lustres en cristal, afin qu'il puisse me voir clairement. Mes parents se sont arrêtés net, leurs chaussures coûteuses glissant légèrement sur le sol poli. La main tendue de mon père est lentement tombée sur le côté, comme un poids mort. Ses yeux ont fait des allers-retours frénétiques, sauvages, entre mon visage meurtri et le milliardaire stoïque et terrifiant qui se tenait juste à côté de moi. Le sourire suffisant, triomphant et accueillant sur son visage a commencé à trembler et à se briser violemment. Julian, ma mère a haleté, son faux sourire disparaissant complètement, remplacé par un regard de pure confusion et de panique grandissante. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi marches-tu avec Monsieur Sterling ?» Alexander Sterling n'a pas tendu la main pour serrer celle de mon père tremblant. Il n'a pas offert de sourire poli. Il a regardé Arthur Vance avec le genre de dégoût absolu et profond, que l'on réserve normalement à un cafard que l'on est sur le point d'écraser sous le talon de sa chaussure. « Arthur » a dit Alexander, sa voix résonnant dans la pièce complètement silencieuse, sans avoir besoin de microphone. « Je ne suis pas ici pour boire votre champagne bon marché et dilué. Je ne suis pas ici pour célébrer le mariage de votre jeune fils. Et je ne suis certainement absolument pas ici pour investir un seul centime dans votre entreprise en faillite, mal gérée et pathétique. » Un grand soupir collectif a parcouru les centaines d'invités au mariage. Monsieur Harrison, le client de logistique le plus important de mon père, s'est lentement levé de la table 4, les yeux écarquillés par le choc et un vif intérêt, observant la scène se dérouler. Alexander a fait un pas lent, incroyablement délibéré, forçant mon père à reculer physiquement de peur. Je suis ici ce soir, en ma capacité légale officielle de président-directeur général de Sterling Capital. Et je suis ici avec mon équipe juridique senior, car mon bureau d'entreprise a reçu une notification urgente et vérifié qu'un de nos actifs exécutifs les plus critiques et très appréciés faisait l'objet d'extorsion criminelle, de contraintes financières et d'agressions physiques, dans cette même pièce, par les personnes mêmes qui organisent cet événement. Extorsion, a bégayé mon père. De grosses gouttes de sueur commençaient à se former et à couler sur son front. Actif? Monsieur Sterling, je n'ai absolument aucune idée de ce dont vous parlez. Il y a un terrible malentendu ici. Il ne s'agit que d'une affaire de famille privée. Un petit désaccord mineur entre une mère stressée et son fils têtu. Julian est juste difficile et dramatique. Vous savez comment sont les jeunes d'aujourd'hui. Ils réagissent de manière excessive à tout. Une affaire de famille privée, a répété Alexander, sa voix tombant à un ton dangereusement bas et mortel, qui a fait hérisser les poils de ma nuque. Le futur beau-frère de votre jeune fils vous a diffusé en direct, vous et votre femme, tentant agressivement d'extorquer une propriété immobilière de 2,5 millions de dollars à un homme, devant 200 témoins. La vidéo circule sur les forums d'affaires locaux et les médias sociaux depuis 1 heure. Notre équipe de sécurité d'entreprise a déjà téléchargé et archivé les images pour les autorités. Ce n'est pas une affaire de famille privée, Arthur. C'est un crime hautement documenté, diffusé publiquement. Mon père a regardé autour de l'immense salle de bal avec frénésie, ses yeux terrifiés se posant enfin sur Evan, le jeune frère de la mariée. Evan était assis à la table 6, essayant désespérément de cacher son smartphone sous la nappe blanche, l'air absolument mortifié et terrifié, réalisant l'énorme tempête juridique et financière que son petit live stream Facebook venait de déclencher dans la pièce. Alexander, s'il vous plaît, je vous supplie d'écouter la raison, a plaidé mon père, sa voix tombant dans un chuchotement désespéré, pathétique et plaintif, espérant que le reste de la pièce ne l'entendrait pas supplier. Julian est mon fils. Il n'est qu'un employé de niveau intermédiaire quelque part en ville. Il a l'habitude d'exagérer sa richesse pour impressionner les gens. Il a acheté une voiture de sport fantasy qu'il ne peut absolument pas se permettre, et il loue un appartement trop cher pour lui. Nous essayons juste de le ramener sur terre, de lui donner une leçon d'humilité et d'aider son jeune frère à assurer son avenir financier. S'il vous plaît, je vous implore, ne laissez pas ce drame familial stupide affecter notre partenariat commercial potentiel.
Mon entreprise a désespérément besoin de votre investissement en capital pour survivre au trimestre. Nous sommes sur le point de ne pas pouvoir payer les salaires. Alexander Sterling a lâché un rire court et sec qui a résonné sur les hauts plafonds. Il n'y avait absolument aucun humour. C'était un son froid, terrifiant et impitoyable qui a fait sursauter physiquement mon père. Un employé de niveau intermédiaire, a demandé Alexander, inclinant la tête et regardant mon père comme s'il était l'homme le plus remarquablement stupide de la planète. Arthur, êtes-vous vraiment aussi aveugle? Êtes-vous aussi consumé par votre propre ego? Avez-vous passé les 5 dernières années de votre misérable vie à ignorer complètement la réalité de votre propre famille? Mon père a cligné rapidement des yeux, complètement confus, son esprit incapable de traiter ce qui se passait. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, monsieur Sterling? Alexander a légèrement tourné son corps, me faisant signe de la main ouverte. Julian Vance n'est absolument pas un employé de niveau intermédiaire. Il est le vice-président senior du développement mondial chez Sterling Capital. C'est mon bras droit de confiance. Il gère personnellement un portefeuille d'investissement international d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars. C'est le brillant dirigeant qui a structuré à lui seul l'énorme accord d'acquisition de technologies européennes qui a fait la une du Wall Street Journal le mois dernier. Il gagne plus en un seul bonus trimestriel que votre entreprise de logistique entière ne fait en 3 ans. Le silence dans la salle de bal était si incroyablement lourd et épais, que vous auriez pu facilement le couper avec un couteau à steak. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. J'ai regardé l'immense foule de visages. Mon cousin Derek, l'homme qui avait implacablement raillé ma Porsche et ma carrière quelques heures auparavant, était assis à sa table, la bouche grande ouverte sous le choc pur et absolu. Tante Béatrice, la femme qui m'avait tapoté le bras et dit d'arrêter de raconter des histoires sur mon pantouse, avait l'air d'avoir été vidée de tout son sang. Elle semblait sur le point d'être physiquement malade, là, sur la nappe. C'est complètement impossible, a chuchoté ma mère, secouant la tête de droite à gauche, dans un déni agressif et frénétique. Julian est un échec. Il a été viré de l'entreprise familiale parce qu'il était incompétent. Il ne sait rien du fonctionnement du vrai commerce dans le monde réel. Vous devez vous tromper, monsieur Sterling. Vous avez la mauvaise personne. Il a été viré parce que vous et votre mari êtes des idiots absolus et indéniables, Eleanor, a claqué Alexander avec une rage vicieuse, tournant toute sa fureur terrifiante vers ma mère. Il a essayé de sauver votre entreprise en perdition avec un logiciel moderne et de meilleures pratiques comptables, et l'ego fragile et pathétique de votre mari n'a pas pu supporter d'être corrigé par un homme plus jeune et plus intelligent. Alors, je l'ai immédiatement embauché. Et au cours des 5 dernières années, pendant que vous et Arthur avez conduit votre entreprise familiale de logistique droit dans le mur et caché vos énormes dettes, Julian est devenu l'un des cadres d'entreprise les plus respectés, craints et hautement rémunérés de toute cette ville. Son salaire personnel et ses stock options éclipsent facilement le chiffre d'affaires total de votre opération pathétique et mourante. Mon père a trébuché en arrière comme s'il avait été physiquement frappé, heurtant durement une chaise de salle à manger en bois. Il a agrippé le dossier de la chaise de ses mains aux jointures blanches pour se stabiliser, ses jambes le lâchant pratiquement. Vice-président senior, a-t-il étouffé, les mots ayant un goût de poison sur sa langue. Oui, Arthur, vice-président senior, a confirmé Alexander, sa voix absolument impitoyable et dénuée de toute pitié. Et ce pantouse de 2 500 000 $ que vous et votre femme avez essayé de lui voler ce soir devant vos clients, il ne l'a pas juste acheté dans la rue. C'était un bonus de performance ciblé. La propriété est fortement liée à un programme de rétention des cadres de Sterling Capital. La clause 4B de son contrat de travail stipule strictement et explicitement que toute tentative par un tiers d'extorquer, de contraindre ou de saisir illégalement ses biens immobiliers liés à l'entreprise, déclenche une réponse juridique immédiate et écrasante de la part du service juridique de notre entreprise pour protéger notre cadre. Vous avez déclenché une mine terrestre d'entreprise, Arthur. Alexander a fait signe à son avocat principal, Richard, d'un rapide mouvement de poignet. Le grand homme s'est immédiatement avancé, ouvrant sa mallette en cuir sur mesure et en sortant une pile épaisse et lourde de documents juridiquement contraignants, imprimés sur du papier juridique épais. Ceci, a dit Alexander, tapant sur la lourde pile de papier avec son index, est une ordonnance de cesser et de s'abstenir formelle et juridiquement contraignante. Elle vous interdit légalement, à vous et à votre femme, de contacter à nouveau Julian Vance concernant ses actifs financiers. Elle comprend également une notification formelle d'une action en justice civile massive en cours pour extorsion, infliger intentionnellement une détresse émotionnelle grave, et agression physique.
La vidéo en direct enregistrée par votre invité idiot montre clairement et indéniablement votre femme frappant mon vice-président senior au visage avec une force significative. Ma mère a poussé un cri hystérique, aigu et perçant qui a fait se couvrir les oreilles à plusieurs invités. Vous ne pouvez pas me poursuivre en justice. Je suis sa mère. Je lui ai donné naissance. Je l'ai élevé. J'ai tous les droits légaux et moraux de discipliner mon propre enfant, quand il manque de respect à sa famille. C'est un homme de 32 ans, complètement adulte, Madame Vance, a déclaré froidement l'avocat principal, ajustant ses lunettes coûteuses sur l'arête de son nez et la regardant avec un détachement purement clinique. Vous n'avez pas le droit de l'agresser physiquement, quelles que soient les circonstances. Si mon client choisit de porter plainte au criminel auprès du service de police local, ce que nous sommes entièrement prêts et désireux de faire dès lundi matin, vous pourriez encourir une peine de prison significative pour agression criminelle. Comprenez-vous l'extrême gravité de vos actions ce soir, madame? Mais attendez une minute, a interrompu mon père, ses yeux parcourant frénétiquement la pièce, cherchant désespérément une échappatoire qui n'existait pas. Il hyperventilait visiblement maintenant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, sa cravate desserrée autour de son cou. Monsieur Sterling, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous possédez 40% de la dette de mon entreprise. Nous avons une réunion prévue lundi matin à vos bureaux. J'allais demander un plan complet de restructuration de la dette pour nous donner un peu de répit. Si vous retirez votre soutien maintenant, si vous déposez ces poursuites, la banque rappellera immédiatement les prêts restants. En raison de la publicité négative, nous serons complètement en faillite d'ici la fin du mois. Nous perdrons absolument tout. Le fonds fiduciaire de Liam, la maison, les voitures, mon 401K de retraite, tout sera saisi par la banque. Alexander s'est penché près de mon père, envahissant son espace personnel, baissant la voix, de sorte que seules les personnes se trouvant à proximité immédiate pouvaient entendre le dernier clou être planté dans le cercueil. Arthur, pensiez-vous vraiment qu'un PDG milliardaire comme moi passait son temps précieux à examiner les demandes pathétiques de restructuration de prêts de niveau intermédiaire d'une entreprise de logistique défaillante et obsolète? Mon père a dégluti difficilement, un grand bruit de déglutition dans sa gorge. J'ai supposé que vous gériez les comptes importants personnellement. Je n'examine pas la dette d'entreprise de niveau intermédiaire, Arthur, a déclaré Alexander, assénant le coup fatal dévastateur avec une précision chirurgicale. Je délègue ces décisions financières fastidieuses au chef de mon équipe de développement mondial. Tout votre avenir financier, vos prêts en cours, votre injection de capital désespérément nécessaire. Tous ces dossiers, toutes ces demandes sont sur le bureau de Julien depuis les 6 derniers mois. C'était le seul vote décisif pour savoir si votre entreprise vivait ou mourait. La couleur a complètement fui du visage de Liam, à la somptueuse table d'honneur. L'enfant prodige, qui avait passé toute sa vie à être à l'abri des conséquences, a finalement réalisé avec une clarté terrifiante que son approvisionnement illimité en argent familial venait d'être entièrement et définitivement coupé. Il a serré le bord de la table, l'air de vouloir vomir. Julien? Mon père a lentement tourné la tête pour me regarder, sa voix tremblante violemment, ses yeux remplis d'une terreur véritable, abjecte et indéniable. Julien, s'il te plaît, dis-moi qu'il ment. C'est toi qui examines nos comptes financiers. Tu as le pouvoir d'approuver le prêt et de sauver l'entreprise familiale. J'avais le pouvoir, Arthur, ai-je dit, lui parlant directement pour la toute première fois depuis que j'étais rentré dans la salle de bal. Ma voix était parfaitement calme, douce et complètement dépourvue de toute colère, tristesse ou pitié. J'ai en fait approuvé le plan de restructuration complet jeudi après-midi. J'ai signé l'injection de capital. J'allais vous remettre les documents d'approbation signés ce soir, après la découpe du gâteau, comme cadeau de mariage surprise à la famille. J'allais sauver votre entreprise et votre héritage. Mon père a poussé un grand sanglot étranglé de soulagement, tombant à genoux sur la piste de danse. Tu allais? Oh, Dieu merci. Dieu merci, Julien, mon garçon, mon fils. Je savais que tu te souciais de cette famille. Je savais que tu ne laisserais pas ta mère et moi nous noyer sous les dettes. Je savais que tu avais un bon cœur. J'ai dit que j'allais le sauver, les yeux corrigés lentement, articulant chaque syllabe parfaitement, regardant l'immense soulagement se briser et mourir instantanément dans ses yeux pleins de larmes. Mais ensuite je suis resté dans le couloir de l'hôtel, devant votre suite ce matin, et je vous ai écouté, vous et Eleanor, comploter joyeusement pour me tendre une embuscade en public. Je vous ai écouté planifier méticuleusement de voler la maison que j'ai gagnée,
afin que vous puissiez la donner à un frère cadet qui n'a jamais travaillé dur de sa vie, juste pour qu'il puisse la vendre et payer ses propres dettes. Et puis ce soir, je vous ai vu rester là et ne rien faire pendant que votre femme me giflait au visage comme un chien désobéissant, devant 200 personnes. J'ai plongé ma main profondément dans la poche intérieure de ma veste de costume sur mesure. J'en ai sorti une épaisse enveloppe blanche scellée, contenant les documents de restructuration de prêt officiellement approuvés, avec le sceau d'entreprise de Sterling Capital. Je les ai tenus en l'air pour qu'il les voie. Ses yeux désespérés se sont fixés sur le papier blanc épais comme un chien affamé et mourant, regardant un morceau de viande fraîche. Très lentement, très délibérément, m'assurant qu'il observait chacun de mes mouvements, j'ai saisi la pile épaisse de documents et je les ai déchirés violemment en deux. Le bruit du papier qui se déchire était fort dans la pièce silencieuse. Puis j'ai rassemblé les moitiés et je les ai déchirés en quarts. J'ai ouvert mes mains et j'ai laissé les morceaux de papier déchiquetés et ruinés flotter lentement jusqu'au sol de marbre, les regardant atterrir exactement à l'endroit où ma Rolex était tombée, à peine 1 heure plus tôt. Demande définitivement refusée, ai-je dit froidement, lui tournant le dos pour toujours. La vue de ces documents déchirés et déchiquetés, tombant sur le sol de marbre poli, fut le dernier clou dévastateur dans le cercueil de l'héritage de la famille Vance. Ma mère, Eleanor, laissa échapper un cri pathétique, aigu et gémissant, et s'effondra littéralement en arrière sur une chaise de salle à manger voisine, enfouissant son visage dans ses mains manucurées et sanglotant de manière incontrôlable. Elle ne pleurait pas parce qu'elle avait enfin réalisé l'erreur de ses voix. Elle ne pleurait pas parce qu'elle avait perdu son fils aîné pour toujours. Elle pleurait parce qu'elle venait de réaliser qu'elle avait perdu son prestigieux abonnement au country club, sa capacité à acheter des vêtements de marque, son immense maison de banlieue et sa position sociale entièrement fausse dans la communauté. Elle pleurait pour son portefeuille, pas pour son enfant. Mais la dévastation qui s'abattait sur eux était loin d'être terminée. Les dominos venaient juste de commencer à tomber. Monsieur Harrison, l'homme riche dont les énormes contrats de logistique avaient maintenu l'entreprise obsolète de mon père à flot, pendant les 5 dernières années, est sorti de la foule d'invités stupéfaits. C'était un homme d'affaires à l'ancienne, sévère, intransigeant, qui valorisait l'intégrité personnelle et l'honnêteté avant tout. Il s'est dirigé directement vers mon père, qui était toujours à genoux sur le sol, regardant fixement les morceaux de papier déchiquetés, comme s'il pouvait les reconstituer comme par magie avec son esprit. « Arthur » a dit monsieur Harrison, sa voix profonde imprégnée d'un dégoût et d'un mépris absolu et indéniable. « J'ai fait affaire avec votre famille pendant 15 longues années. J'ai fermé les yeux sur vos livraisons constamment en retard. J'ai fermé les yeux sur vos pratiques comptables bâclées et obsolètes, car je pensais que vous étiez un homme de famille décent, qui avait juste du mal à suivre le rythme. Mais je trace absolument la ligne à l'extorsion criminelle et aux abus physiques de vos propres enfants. Monsieur Harrison, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous devez me laisser expliquer la situation, a supplié mon père, tendant une main tremblante et pathétique vers la jambe du pantalon de l'homme âgé. Épargnez votre souffle, Arthur, a claqué agressivement monsieur Harrison, repoussant la main de mon père avec sa canne, comme si mon père était un rat malade. Je vous ai vu tenter de voler publiquement votre propre fils. J'ai vu votre femme l'agresser physiquement et maintenant je découvre que l'homme que vous avez essayé de voler, l'homme que vous avez traité comme de la camelote, est un vice-président senior chez Sterling Capital, qui tentait activement de vous sauver la vie. Vous n'êtes pas seulement un père raté terrible, Arthur. Vous êtes un atout commercial absolument catastrophique. Considérez chacun de nos contrats de logistique comme résiliés, avec effet immédiat. Mes avocats d'entreprise enverront les documents d'annulation formelle à votre bureau dès lundi matin. Ne rappelez plus jamais mon téléphone. Monsieur Harrison s'est tourné vers moi, m'offrant un hochement de tête raide et très respectueux, comme à un autre homme d'affaires prospère, puis il a tourné les talons et est sorti directement de la grande salle de bal. Voyant le plus gros client partir, plusieurs autres associés d'affaires importants, qui étaient assis à sa table, se sont immédiatement levés de leurs chaises, ont pris leur manteau et l'ont suivi, ne voulant désespérément pas être légalement ou socialement associés à un navire qui coulait rapidement. Puis le véritable chaos, non frelaté, a commencé à la somptueuse table d'honneur. Sarah, la belle et innocente mariée, dont le jour spécial avait été transformé en cauchemar, s'est levée avec force, sa chaise raclant bruyamment le sol. Son visage était un masque d'horreur pure et absolue et d'une prise de conscience naissante. Elle s'est tournée pour regarder Liam, qui était assis à côté d'elle, l'air incroyablement pâle, en sueur et terrifié. « Liam » a dit Sarah, sa voix tremblant violemment d'un mélange de colère et de peur. Qu'est-ce que monsieur Sterling voulait dire exactement?
Tes parents sont complètement en faillite. Ils essayaient de voler l'appartement de Julian de 2 millions de dollars ce soir, pour payer tes dettes. Quelle dette? Liam, nous n'avons pas de dette. Tu m'as dit que tu étais libre de dette. Tu m'as dit que ton fonds fiduciaire était complètement sûr. Liam a paniqué complètement. L'enfant prodige, complètement dépouillé de son armure familiale protectrice pour la première fois de ses 26 ans de vie, a commencé à bégayer des excuses pathétiques et transparentes. Sarah, bébé, chérie, écoute-moi. C'est juste un énorme malentendu. C'est juste un petit problème de trésorerie avec l'entreprise. Ce n'est rien qui doive te faire te tracasser. Julian est juste vindicatif et essaie de gâcher notre journée, parce qu'il est jaloux de nous. Ne me mens pas en face, a crié Sarah, sa voix résonnant avec stridence dans l'immense pièce, brisant ses mensonges. Elle s'est tournée frénétiquement vers la foule, cherchant sa famille. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi parle-t-il? Le père de Sarah, un homme imposant qui possède plusieurs concessions automobiles, marchait déjà agressivement vers la table d'honneur, l'air d'un homme prêt à commettre un crime violent pour protéger sa fille. J'ai fait une vérification discrète de tes antécédents, Liam, hier matin, parce que quelque chose me semblait extrêmement étrange dans les finances de ta famille, et à quel point ton père semblait désespéré de payer la facture du traiteur, a grogné le père de Sarah, saisissant agressivement Liam par les revers de son smoking de location coûteux et le hissant sur ses pieds. Tu as dilapidé la totalité de ton énorme fonds universitaire dans des paris sportifs illégaux à l'étranger. Tu dois actuellement près d'1 million de dollars à des bookmakers très dangereux. Tu as manipulé et convaincu tes parents idiots de tenter de voler le pantouse de ton frère aîné ce soir, afin de pouvoir liquider rapidement le bien immobilier, pour sauver ta propre misérable peau, avant que ma fille ne t'épouse officiellement et ne lie ses finances aux tiennes. La salle de bal a éclaté en cris chaotiques et assourdissants. Le secret laid et pourri était enfin à l'air libre. Liam n'était pas une victime tragique d'une mauvaise économie. C'était un joueur dégénéré et menteur, qui avait manipulé ses parents désespérés, pour tenter un vol aggravé contre leur propre chair et leur propre sang, juste pour couvrir ses énormes dettes illégales. Sarah a laissé échapper un sanglot déchirant. Elle a tendu la main, a arraché avec force sa bague de fiançailles coûteuse, avec 3 carats de diamant, de son doigt gauche, et l'a jeté directement et fort sur la poitrine de Liam. Elle a rebondi sur lui et a atterri dans une assiette de gâteau de mariage intacte. C'est complètement fini, Liam. Sarah a sangloté hystériquement, les larmes ruinant son maquillage parfait. Tout ce faux mariage est terminé. Le mariage est fini avant même d'avoir commencé. Je fais mes bagages ce soir, et l'avocat de ma famille déposera une demande d'annulation absolue, à la seconde même où le palais de justice ouvrira lundi matin. Ne me parle plus jamais. Elle s'est penchée, a ramassé les lourdes et coûteuses jupes en soie de sa somptueuse robe de mariée blanche, et a couru hors de la salle de bal en sanglotant, suivie de près par ses parents furieux et protecteurs, et toute son immense famille. La pièce s'est vidée rapidement. La moitié de la salle de bal, tous les invités riches et les relations importantes ont disparu en moins de 2 minutes. Le mariage magnifique, parfait et coûteux s'était complètement désintégré en un cauchemar absolu de proportions épiques et historiques. Je me tenais là, au centre de la pièce, regardant silencieusement l'empire de mensonges de la famille Vance s'effondrer en poussière fine. Mon père était toujours à genoux, essayant désespérément de ramasser les morceaux déchiquetés des documents de prêt avec des mains tremblantes, marmonnant pour lui-même comme un fou. Ma mère était affalée sur sa chaise, sanglotant hystériquement, hurlant au plafond à propos de la ruine de sa vie parfaite. Liam était assis seul à la table d'honneur détruite, regardant fixement le mur, sa vie complètement, totalement détruite par ses propres actions. J'ai senti Alexander Sterling s'approcher de moi et poser une main ferme, lourde et rassurante sur mon épaule. Nous avons complètement fini ici, Julian, a dit Alexander doucement, sa voix calme au milieu des décombres. Laissez-les brûler en cendres dans le feu qu'ils ont construit de leurs propres mains. Rentrons à la maison. Je n'ai pas dit au revoir à mes parents. Je n'ai pas offert de derniers mots de séparation dramatique, ni d'insultes suffisantes à mon frère. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement fait demi-tour, ajusté ma veste de costume, et suis sorti du grand hôtel, la tête haute, laissant les décombres toxiques et fumants de ma famille de sang derrière moi pour toujours. 6 mois plus tard, le vent frais et vif de l'automne soufflait doucement à travers les fenêtres légèrement ouvertes, du sol au plafond, de mon Pentouse en ville, apportant avec lui l'odeur nostalgique de la dinde rôtie, de la cannelle et des bois. C'était le jour de Thanksgiving en ville.
Pendant les 32 premières années de ma vie, Thanksgiving avait toujours été un défilé misérable, épuisant et anxiogène, d'insultes passives-agressives, de faux sourires forcés et de précautions extrêmes, autour de mes parents hypocrites et de mon frère gâté. C'était une fête que j'avais toujours redoutée, une journée de survie plutôt que de célébration. Cette année, cependant, ma grande salle à manger était remplie du son de rires authentiques, chaleureux et sans entrave. J'organisais un grand dîner de Thanksgiving, mais pas pour une seule personne qui partageait mon ADN. Assis autour de ma grande table à manger en chaîne sur mesure, il y avait Chloé, mon brillante assistante exécutive, et son merveilleux mari. Alexander Sterling était assis en bout de table, portant un pull décontracté au lieu d'un costume, tenant un verre de scotch vieilli et riant bruyamment à une blague intelligente faite par sa femme élégante et pleine d'esprit. Quelques autres amis proches et collègues de confiance de la firme occupaient les sièges restants. C'était ma famille choisie. C'étaient des gens qui me respectaient pour mon esprit, soutenaient mes ambitions, célébraient mes victoires et ne m'ont jamais demandé de me mettre en feu, juste pour les réchauffer. Beaucoup de changements permanents et dramatiques s'étaient produits au cours des 6 mois qui avaient suivi cette réception de mariage désastreuse et bouleversante. La société de logistique de mon père a officiellement déposé le bilan, chapitre 11, exactement 3 semaines après la nuit du mariage. Sans les énormes revenus des contrats résiliés de M. Harrison et sans le prêt d'injection de capital crucial de Sterling Capital, la banque d'entreprise a immédiatement rappelé leurs prêts restants. L'effondrement financier a été rapide et brutal. Mes parents ont perdu leur immense maison de banlieue de 6 chambres, suite à une saisie immobilière. Ils ont perdu leur prestigieux abonnement au club de golf, leur voiture de luxe en leasing et une partie importante de leur compte de retraite 401K, pour payer les avocats d'entreprises gérant la faillite. Ils ont finalement été contraints de réduire considérablement leur taille, déménageant dans un petit appartement exigu de 2 chambres, à la périphérie industrielle lointaine de la ville, à des kilomètres de leur cercle social aisé. Ma mère, Eleanor, incapable d'assumer la moindre responsabilité personnelle, pour la destruction de sa vie, passait ses journées vides à publier de longs essais délirants et décousus sur Facebook, jouant la victime tragique ultime, devant un public d'étrangers. Elle parlait sans cesse de la façon dont l'amour d'une mère était pur et inconditionnel, et de la façon dont son fils cruel, avare et soumis à la logique d'entreprise, l'avait abandonné sans pitié dans sa vieillesse vulnérable, à cause d'un simple malentendu. Elle menaçait publiquement que je ne serais absolument pas autorisé à assister à ses funérailles, ni à réclamer d'héritage, quand elle mourrait. J'ai simplement bloqué son compte sans répondre. Une menace de me bannir de funérailles auxquelles je n'avais absolument aucune intention d'assister. Et de me refuser un héritage qui n'existait plus, n'était qu'une autre tactique de manipulation vide, insignifiante et pathétique, d'une femme à court de munitions. La vie de Liam a dégringolé exactement comme on pouvait logiquement s'y attendre. La riche famille de Sarah a fait en sorte que leurs avocats très compétents fassent annuler le mariage à une vitesse fulgurante, effaçant le mariage comme s'il n'avait jamais existé. Liam s'est retrouvé avec d'énormes dettes de jeu terrifiantes, et absolument aucune famille riche ou femme fortunée pour le renflouer. La dernière nouvelle que j'ai eue, par la rumeur, était que mon cousin Derek, qui menait ironiquement toujours sa propre bataille juridique amère et sans fin, pour la garde de ses enfants, avait eu pitié de Liam et l'avait laissé emménager dans son sombre sous-sol. 2 échecs misérables, assis dans l'obscurité, blâmant constamment le monde injuste pour leurs propres erreurs terribles et autodestructrices. Quant à moi, je prospérais de toutes les manières possibles. J'ai reçu une autre promotion massive au travail, rejoignant officiellement le conseil d'administration de Sterling Capital. J'ai doublé mon salaire, élargi mon portefeuille immobilier et trouvé un profond sens à ma vie, en encadrant de jeunes cadres issus de milieux difficiles. Mais bien plus important que l'argent ou les titres, j'ai enfin ressenti un sentiment de paix profonde, inébranlable et profondément enraciné dans mon âme. Après le dîner, je me suis éloigné de la table riante et me suis dirigé vers les fenêtres du sol au plafond de mon penthouse, regardant le vaste horizon scintillant de la ville. Le coucher de soleil peignait les nuages de teintes brillantes et ardentes d'orange, de violet profond et d'or. J'ai pris une longue et profonde inspiration, sentant l'air frais et pur remplir complètement mes poumons. J'étais vraiment en sécurité. Ma maison était en sécurité. Mes biens étaient protégés. Mon avenir était entièrement, incontestablement le mien à écrire. J'ai appris la leçon la plus difficile que l'on puisse jamais apprendre dans cette vie. Le sang ne fait pas automatiquement de vous une famille. L'ADN partagé n'est qu'une coïncidence biologique. Le respect, la loyauté mutuelle, la confiance inébranlable et le soutien inconditionnel. Ce sont les choses qui font une vraie famille.
Vous ne devez pas à vos parents votre santé mentale, vos biens financiers durement gagnés ou votre vie, juste parce qu'ils vous ont donné naissance et vous ont nourri quand vous étiez enfant. C'est l'exigence légale de base d'avoir un enfant, pas une dette que vous devez rembourser avec votre âme. Vous êtes autorisé à vous éloigner des personnes toxiques et abusives, même si ces personnes sont vos propres parents ou vos propres frères et sœurs. Vous êtes autorisé à tracer une limite ferme, impénétrable et sans excuse et à dire « plus jamais ». Vous ne me traiterez pas de cette façon. Il y a une force incroyable, profonde et terrifiante à s'éloigner en silence total. Vous n'avez pas besoin de crier jusqu'à ce que votre gorge soit à vif. Vous n'avez pas besoin de jeter des choses, ou de supplier pour des excuses que vous ne recevrez jamais. Vous avez juste besoin de connaître votre propre valeur indéniable. Emballez votre respect de soi et fermez et verrouillez fermement la porte aux personnes qui refusent de vous valoriser. Au moment exact où j'ai arrêté d'essayer de gagner leur amour impossible, fut le moment exact où j'ai enfin trouvé ma propre véritable force. Faisons une pause un instant. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne brutale dans le sable, pour protéger votre propre paix, votre santé mentale et votre propre avenir, des personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Que cette communauté soit un endroit sûr, où nous réalisons que nous ne sommes jamais entièrement seuls dans nos luttes contre les dynamiques familiales toxiques. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, pour ne pas manquer le prochain voyage de guérison et de justice. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous toujours, votre paix est absolument non négociable.